Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, montreuse d'étoiles, mais aussi astrologue, et ça depuis plus de 30 ans. Et je vous emmène maintenant, de semaine en semaine et de phase lunaire en phase lunaire, suivre les événements du ciel du point de vue astrologique, dont nous nous penchons sur les cartes du ciel en quatre référentiels selon la méthode que j'ai découverte avec la merveilleuse découverte que j'ai faite avec mon collègue Gilles Roy en 1993 et qui nous permet de lire le ciel non plus sur, dans un seul plan en 2D, en collant tout un tas de sphères différentes et ce qui peut créer des amalgames fâcheux et ce qui a tendance quand même, parce que je connais les astrologues et ils voient les choses beaucoup en profondeur quand même, mais à tout plaquer sur un seul plan et avoir donc le monde en 2D et dans un mode linéaire malgré tout, faut quand même, faut pas oublier qu'en fait l'astrologie est à la racine même de ce qui module la pensée d'une société, d'une civilisation. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'astrologie chinoise, l'astrologie maya, l'astrologie hindoue ou védique, enfin, etc. Et vous pourrez remarquer que chacune d'entre elles est constituée, et la nôtre aussi, de tout ce qui structure pour maintenir l'ordre d'une certaine civilisation et éventuellement un certain état de dépendance de nous autres créatures humaines. Donc, nous, on a dans la foulée de Jean-Pierre Nicolas, avec Gilles Roy, Jean-Pierre Nicolas, notre maître commun, fondateur de l'école conditionnaliste, d'astrologie conditionnaliste en 1964, avec son livre La condition solaire. Euh, il a redéfini une astrologie euh, physique, structurelle, physiologique, en accord, voilà, la résonance des êtres vivants sur le grand corps vivant qui les héberge, la Terre, hein, selon concrètement ces phases au cours de son cycle annuel. Voilà, les 12 signes sont les 12 phases d'un cycle immuable. Et celui de la Terre autour du Soleil, bah, c'est notre modèle, donc le zodiaque. Alors voilà, je vous fais cette petite introduction. Vu que je suis toute seule, là, mon ami Christophe ayant dû partir pour son travail. Donc, je présente un petit peu de mieux en mieux, j'espère. N'hésitez pas à me poser des questions. Cette démarche du Soriastre, donc sur laquelle je vais me baser pour commenter avec vous les faits célestes de cette période du 10 au 17 octobre 2024, la deuxième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. Donc c'est parti, mes thèmes sont localisés, bien entendu, enfin pour chez moi, hein, donc au sud du Massif central, sur le méridien de Paris. Voilà, pour tout vous dire. Donc, je cherche partager. Voilà, partager. Partager l'écran. Ah bah tiens, bah alors, j'avais prévu ça en premier. C'était justement, je vous parlais de notre découverte du psoriasis. Tout est, voilà, on découvre un quadriphasage comme nos quatre saisons dans tous les phénomènes. Et dans notre façon d'aborder, de considérer le mouvement des planètes, ben, en fait, on se rend compte on les considère selon euh, quatre dimensions, à savoir leur rotation sur elle-même, que je vous expliquerai, correspond à l'énergie du sujet ou à l'élément feu, la, leur révolution autour de leur centre d'attraction, donc en l'occurrence pour la Terre, le Soleil, donc la révolution, non c'est là la révolution, pardon, ah oui voilà, c'est pour ça que je me trompais, oh, alors si moi je me trompe, là c'est d'abord la distance au centre et la variation donc du plus près de notre centre autour duquel la Terre tourne au plus lointain, donc du périhélie à l'aphélie, voilà, des, on définit un espace, l'espace de l'objet, donc on étudie, on considère aussi les planètes dans leur distance, on les considère dans leur phase de leur cycle annuel de révolution, donc leur tour autour ou avec leur centre d'attraction, car en fait, c'est
faut additionner la masse des deux objets. Or, bien sûr, celle de la Terre est négligeable par rapport à celle du Soleil. Donc, dans un premier temps, on dit que les astres tournent, la Terre tourne autour du Soleil, mais en réalité, la Terre tourne autour. Enfin, les deux astres tournent autour d'un barycentre commun qui se situe, bien sûr, dans la périphérie ou même l'intérieur du disque solaire. Et puis, il y a le mouvement de balancier, donc par rapport au plan écliptique au-dessus ou au-dessous. L'écliptique, c'est le plan de la Terre-Soleil, défini par la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc, les autres planètes se situent dans un bandeau de 7 degrés en dessous et 7 degrés au-dessus. Bon, là, on a marqué Pluton. À l'époque, elle était encore planète quand on a fait et puis de toute façon, peu importe, parce que planète ou petite planète ou astéroïde ou comète ou tout ce que vous voulez, on les considère par rapport au plan de l'écliptique. Et donc, elles peuvent être en latitude sud ou nord, c'est-à-dire en dessous de l'écliptique ou au-dessus. Et c'est 7 degrés maximum pour Mercure, 7 degrés et demi, ce qui définit un bandeau de 15 degrés sur le ciel qu'on appelle le zodiaque. Dans le ciel, c'est le bandeau du zodiaque, donc dans lequel traversé par les constellations du même nom, plus Ophiuchus. Ne pas confondre les signes et les constellations du zodiaque. Vous avez toujours le lien pour mon e-book gratuit en ligne, signes et constellations du zodiaque, la différence. Donc je viens maintenant sur les thèmes astrologiques, parce que celle-ci, je ne vous l'avais jamais montré. Les 4 mouvements. Donc nous, on considère tout ça et ça se retrouve sur nos thèmes. Alors, pour ce qui est donc de la rotation sur elle-même, bon, c'est un peu ce qui est indiqué dans le thème de la sphère locale du sujet. Voilà, là on est dans la considération de ce mouvement-là, en fait. Ensuite, on considère le plan de l'objet dans la sphère équatoriale, donc la Terre projetée dans l'espace avec donc le plan de l'équateur. Ici, c'est le zéro de déclinaison, et donc déclinaison nord, déclinaison sud, et on se repère d'un équinoxe de printemps au suivant, d'un équinoxe de mars au suivant, en 12 heures, enfin, en 24 heures d'ascension droite, qui font 12 tranches de 2 heures chacune, et qui sont les prototypes des signes dans le plan équatorial. Donc 0, 2 heures, c'est prototype bélier, par exemple. Ensuite, nous avons le thème astrologique classique que tout le monde pratique, avec donc la sphère locale, avec le degré, est projeté sur l'écliptique. Donc voilà le degré d'écliptique qui se lève dans la sphère locale. Là, par exemple, pour le jour, au moment du premier quartier chez moi, c'est le 29e taureau. Donc il y a Uranus à l'ascendant, les amis, pour le premier quartier. Il se lève vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de caractère féminin, qui n'est pas encore bien visible, qui détend l'opposition Lune-Mars. Hein, on va reparler. Et puis je vous parle de la dernière sphère, donc celle de l'héliocentrique, où là, on comprend le sens, que la structure qui fait qu'on est sur la scène et qu'on voit les choses se passer comme on les voit depuis la Terre, c'est-à-dire voir le soleil qui tourne autour, qui se lève le matin à l'est, qui culmine à midi et qui se couche le soir du côté de l'ouest. Mais en fait, c'est parce que la Terre, notre planète, tourne autour du soleil. Et voilà, ça c'est le point de vue du soleil. Et donc, vu du Soleil, bah, on voit les choses différemment, surtout pour les planètes rapides, parce que les lentes, il y a peu de différence, mais elle peut être significative. Et là, dans les deux sphères du haut, donc topo-géoécliptique et puis hélio-écliptique, eh bien, on considère les latitudes, donc par rapport au plan de l'écliptique. Donc le zéro ici, comme ici, c'est le plan de l'écliptique. Et soit c'est en latitude sud, soit c'est en latitude sud, pardon, vers le bas, et nord de ce côté. Bon, allez, assez d'explications générales. Mangeons un peu de thème. Donc, premier quartier. Ah bah oui, alors, bah, c'est juste la veille, c'est intéressant à regarder parce que la veille, quand la Lune entre en Capricorne, nous avons Uranus pile au descendant et Vénus à l'ascendant, tout près de l'ascendant en 12. Donc, c'est l'opposition qu'on va retrouver le lendemain dans l'autre sens, au moment du premier quartier. Donc il y a vraiment une figure féminine. Alors
qui peut apparaître de manière surprenante. C'est aussi une autre figure enfin, féminine ou favorite, bien entendu. Bon, Vénus est en Scorpion, ça insiste un peu sur le caractère féminin, aussi en Capricorne. Donc, c'est pas forcément la femme serpent, comme l'appelle Agnès Tarot, que j'aime bien écouter. Ça fait très femme serpent, une Vénus Scorpion et Capricorne en héliocentrique, glou, glou, glou. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, et puis il y en a plusieurs femmes créatures qui sont de caractère féminin et qui semblent apparaître, qui semblent couver. Alors, c'est en lien avec Saturne en Poisson et Mars en Cancer. Vous voyez que ça dessine un grand trigone dont on a déjà parlé la semaine dernière. Donc, un grand trigone en signe d'eau, ou alors on va parler de structure dans notre approche soriastre. C'est donc l'élément intégratif. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'élément eau. C'est l'élément intégratif, donc où on comprend la structure. Et avec Vénus, Mars et Saturne, on est dans l'existence intensive avec Vénus et Mars, et extensive avec Mars et Saturne. On est dans le déploiement ou plutôt, non, la décomposition en éléments. Et voilà, tout est rincé, c'est le grand rinçage quand même, hein. Et donc on peut penser aux ouragans terribles qu'ont secoué la Floride là récemment. Alors, deux ouragans, deux comètes. C'est terrible en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui vont par deux, n'est-ce pas? Et ça nous parle beaucoup de ce Mars en Cancer. Mars en Cancer qui s'approche de l'opposition au Soleil. Donc cette semaine, ces temps-ci là, c'est justement le carré Soleil-Mars. Donc c'est la quadrature ouest de Mars. Mars donc va se faire de mieux en mieux présente dans le ciel, se lève donc aux alentours de 0 heure maintenant, de minuit. J'en ai parlé ça dans le bulletin astronomique, je vous invite à aller le visionner si ce n'est déjà fait. Et donc elle sera à l'opposition en janvier, donc la tension martienne monte. Et donc Mars se rapproche aussi de la Terre et ça veut dire que c'est une fenêtre. Si on voulait lancer, mais on n'a pas lancé grand-chose vers Mars, pourtant ça va être le moment là. La fenêtre est ouverte et il faut se dépêcher quand on veut aller sur Mars. Il n'y a pas de mission, c'est curieux. Il y a celles qui y sont déjà et qui font toujours du bon boulot, Curiosity, Persévérance. Il y a toujours la question sur qui va ramener les échantillons de Persévérance, maintenant qu'il a collecté de précieux échantillons. Ah, la Chine peut-être envoie une mission en direction de Mars, ou c'est pour la prochaine fois. Ce sera donc en 2027, puisque les oppositions de Mars se produisent tous les 2 ans et 2 mois. Donc cette fois-ci, ça va être en janvier 2025, et donc la suivante sera aux alentours de mars 2027. Donc là, Mars est en Cancer et va y rester, enfin, va aller en Lion et revenir en Cancer, et ceci pendant 9 mois. Donc à l'opposition en janvier, ben, elle sera en Cancer. Non, ça dépend si je ne sais plus si elle est vite vue. L'opposition précisément a lieu vite vue, mais pas si vite que ça, surtout là-dessus, je n'y vois rien. Euh, Mars est en Lion et revient en Cancer le 6 janvier. Donc, si quelqu'un sait déjà la date de l'opposition, là, je ne l'ai plus en tête précisément. Donc, c'est sûr qu'elle va avancer. Alors, ça va peut-être se produire, oui, quand Mars avance en Lion et puis elle rétrograde. Non, ça va être entre Cancer-Lion et Capricorne-Verseau, donc sur Pluton. Donc, nous avons Mars opposé à Pluton pendant tout ce temps. C'est vraiment la fin d'un monde, hein. Tout se décompose vraiment avec le grand trigone là qu'on vient
dont on vient de parler, Vénus, Saturne, Mars, en signe d'eau, c'est le grand lavage, le grand nettoyage avant l'entrée dans quelque chose de tout nouveau, tout neuf, avec Saturne et Neptune qui vont se retrouver conjointes à la jonction Poisson-Bélier début 2025. Donc tout ça nous parle de... Donc déjà, cette dualité dans l'œuf, là, il y a toujours deux quelque chose, deux entités, ça va par deux. C'est ce que dit Mars en cancer. Le cancer, c'est le tout, hein, l'entité, scambale. Bah, à l'intérieur, il y a deux, c'est gémellaire. C'est gémellaire et justement Jupiter est aussi en Gémeaux. Alors, il y a, il y a ce qui fonctionne et puis il y a ce qui fonctionne pas. Il y a les officiels qui font plus rien et les officieux qui font tourner la machine. C'est un peu ce qu'on observe aux États-Unis. J'ai beaucoup suivi les vidéos de Mohamed Diallo sur la voie de l'Afrique et MDL News où il a bien relaté toutes les deux terribles ouragans qui ont ravagé la Floride. C'est complètement corrélé à l'activité solaire. C'est certainement provoqué par de la manipulation climatique ou amplifié comme nous on a eu en 99, la double tempête aussi. Ce sera intéressant à revisiter. En tout cas, ça a été, je crois, peu couvert sur nos médias nationaux. Et pourtant, ce sont vraiment de terribles catastrophes. Voilà mon ami Didier qui arrive. Attends, est-ce que je l'ai bien là? Allô Didier? Ah, je l'ai loupé. Je voulais décrocher, j'ai raccroché. Mince. Ah, je suis pas doué. Ça y est, on va y arriver. Donc, voilà. Donc, en attendant que Didier arrive, on considère le thème de ce premier quartier en un petit coup d'œil de flashback sur la nouvelle lune pour voir dans quoi on a les pieds là. Euh, Ça va Didier? Ah bah super, tu me rejoins. C'est très sympathique. J'étais avec Christophe pour le bulletin astronomique, mais il ne pouvait pas rester. Et puis bah, toi, tu arrives pour les commentaires astrologiques. Bah, c'est charmant. Je te remercie de me rejoindre. Donc voilà. Donc nous avons Didier et à mes côtés au téléphone. Et je commentais donc le thème du premier quartier. euh, et je viens de revenir sur le thème de la nouvelle lune, là, pour dire où c'est qu'on a les pieds. Donc le soleil est dans le signe de la balance. Je reviens sur l'entrée du soleil en balance, quand même, hein, qui nous marque la saison et l'année socio-culturelle, politique, avec son Jupiter Gémeaux au descendant, c'est ce qu'il y a de plus angulaire, ouais. Jupiter Gémeaux tensionnel en double carré à Mercure et Saturne. Donc, c'est un terrain miné sur lequel il faut avancer en, en jonglant toujours, hein. Il y a le côté jongleur des Gémeaux qui indique déjà une dualité. Jupiter qui essaie de créer une qui est censé créer une cohésion et donc mener un corps en santé, à prospérer. Mais ça part toujours dans des directions opposées. Il faut contraindre deux tendances qui s'opposent. En l'occurrence, Mercure en Vierge et Saturne en Poisson. Donc l'axe mystique. Et ça fait rentrer beaucoup de réflexion, de découverte, de curiosité et de nettoyage effectif, hein. Saturne fait le boulot, hein. Mercure travaille au niveau des idées, Saturne travaille au niveau concret, physique. Et ça et des membres, voilà. Donc beaucoup d'eau pour nettoyer et décomposer les morceaux. Voilà, on est dans la décomposition. Il y a une décomposition complète. Le système se décompose de lui-même. Il s'autodétruit, cette notion. Et apparaissent dans l'œuf, il y a deux nouveaux pôles qui sont bien actifs. Et ça, on va bien le sentir cet automne et cet hiver. Et donc, c'est la saison, l'entrée du soleil en balance marque des sacrées surprises avec la Lune et Uranus en 5
Donc la Lune qui vient juste d'entrer en Gémeaux et Uranus qui est rétrograde toute fin Taureau, donc une conjonction un petit peu ambivalente, et puis c'est pris dans un grand cerf-volant avec un trigone à Mercure et au Soleil, donc Mercure qui s'approchait de sa conjonction supérieure, de ce pleine Mercure, en Vierge, les deux. Pluton qui est fin Capricorne rétrograde, et puis Neptune qui est donc fin Poisson, nos trois transcendantes qui forment un aspect harmonique toute l'année et qui tendent un cerf-volant avec Soleil, Mercure, donc les découvertes et tout ce qui est mis en plein jour, révélé et incarné, manifesté. Voilà, on rencontre concrètement avec la balance, on établit un lien. Je veux pas de ça. C'est pas grave, je laisse sonner mon téléphone. Donc, qu'est-ce que je disais encore et Mars active Saturne, là, ça se passe bien. Donc, ça nous annonce aussi des grandes eaux, hein, parce que Mars en Cancer, ça active l'eau. Saturne en Poisson aussi. Et Vénus, qui va rentrer en Scorpion, ça va faire de l'eau. Et de l'eau, on en a vu. De l'eau et du vent. Donc, je passe sur les ingresses lunaires, le dernier quartier. Tout ça, vous retrouverez ça dans les vidéos précédentes. La nouvelle lune, donc, ben, elle porte essentiellement à la Pluton culminant, Mars au fond du ciel qui n'est pas encore à l'opposition de Pluton, mais non, on y arrive. Le grand trigone, donc Vénus, Mars et Saturne, Vénus Scorpion, Mars Cancer, Saturne Poisson qui facilite la dissolution de tout, des attachements. euh, voilà. Et puis faut activer le développement, la couvaison, la gestation de, de nouvelles idées. Voilà. Donc des graines qui sont semées et qui couvent, enfin, et qui sont voilà, en gestation et ça se porte, ouais, que ça se porte au mieux. En tout cas, c'est bien porté. Ça, c'est chouette et il y a double facilité. L'attention, c'est toujours Jupiter en Gémeaux, donc la gouvernance temporelle. Carré Neptune, donc il va apparaître ce carré de Neptune. Il va après, avec la rétrogradation de Jupiter, qui n'était pas encore commencée, mais maintenant Jupiter est rétrograde, il va se redétendre, puis il va se retendre. Donc on va rentrer dans une tension entre le pouvoir temporel, donc là, et puis la santé des corps constitués, et puis l'existence de la transcendance, Neptune, les, les forces religieuses. Donc on est obligé, les croyances, là, les religions, elles vont être, voilà, il va y avoir une reformulation pour le moins des religions, peut-être des tensions d'abord en ce nom, mais bon, il y a tellement de tempérance aussi que, voilà, faut savoir voir les deux, hein, faut savoir voir l'immense progrès de la tempérance. Donc j'avance un peu dans le temps, je reviens sur le premier quartier que j'ai déjà bien commenté, donc on va aller voir la suite pour la semaine. Je bois une petite gorgée de thé. On voit que, alors du côté des médias, j'ai appris quelque chose de super sympa ce matin. Toxin, donc l'émission de Clémence Oudianova sur Radio Courtoisie, et va être rejointe par André Berkoff. Et on va avoir voilà, ils ont l'intention de faire basculer la force médiatique. Et c'est vrai il faut notre contribution, puisqu'on sait que Bill Gates finance le monde pour nous dire des mensonges à une hauteur assez astronomique, pour le coup, de montant astronomique. Donc, si on peut faire basculer la presse libre du côté de la voix qui mérite d'être entendue, au moins, bah, je crois que tous, on peut donner notre petite contribution. En tout cas, je vais donner la mienne. Et ça nous parle bien. Soleil, Mercure, Balance en 6. Voilà, il faut mettre sa petite obole.
pour pousser le bouchon, voilà, Jupiter, pour donner de la force. Jupiter Gémeaux, une alliance de deux voix qui s'est chanté. Jupiter Gémeaux, c'est chanté à deux voix au moins, ou à plusieurs voix. C'est beau comme. Donc voilà, l'alliance des forces pour ça, c'est pas mal. Bon, alors j'avance, j'avance. Attends, je suis allé peut-être trop vite. Le 10 premier quartier. Et le 11 donc la Lune entre en Verseau, donc elle vient donc d'être conjointe, elle est conjointe à Pluton. Elle entre en Verseau à 16h30 TU le 11. À ce moment-là, nous avons Neptune en Poisson au descendant, qui se trouve tout début Bélier. Voilà, donc on est dans une dynamique équinoxiale, c'est signé Balance, ça balance. Lune Pluton, donc il y a eu en 11, annulation. euh, ouais, il y a quelque chose, il y a un renversement vraiment net qui s'opère, hein. Ça, c'est très dynamique. Euh, ce qui fait beau. Oh, il fait peut-être pas si mauvais que ça. Les- Bon, avec Vénus, là, on a toujours notre trigone d'eau, là. C'est quand même, ça reste humide, hein. Ça reste humide. Et frais. Et frais, oui. Il y a de tout, hein. On voit, en ce moment, il peut faire un peu plus chaud, mais ça, ceci nous semblerait plus frais. Et avec une délicate variation qui peut faire tout basculer. Un peu ce que dit Neptune, poisson, avec cet ascendant équinoxial. Alors, je les zoome un peu, voyons en héliocentrique, où on en est, parce que je ne l'ai pas commenté sur les autres thèmes. Or, en héliocentrique, ça avance régulièrement, donc c'est pas un problème. On voit qu'il y a eu un sextile Mercure-Vénus, Scorpion-Capricorne, c'est très sérieux, mais fort intéressant, que Mars est conjointe à Jupiter, ce qui était le cas le 14 août en géocentrique, et ça se produit maintenant en héliocentrique, donc dans le signe des Gémeaux. Et donc ça aussi, ça appuie sur le, voilà, les nouvelles alliances, les nouveaux partenariats qui vont tenir le nouveau pavé. Voilà. Il y a vachement d'énergie et de réflexion intelligente. Il y a la Terre en bélier qui, ben voilà, elle, c'est perturbateur tensionnel. Vénus elle reçoit un carré de Vénus, donc il va falloir se détacher de ses préférences. Et alors la reprise de Pluton, de son mouvement direct, donc qui a raclé les derniers petits cailloux, calculs des morceaux durs qui restaient en Capricorne. Maintenant, voilà, le fond, on a parlé de, comme avec l'aide de Saturne et Neptune en poisson, c'est comme une drague qui vient vraiment nettoyer le fond d'un cours d'eau. Et là, on ramasse, elle a reculé et elle ramasse les derniers morceaux. Voilà, c'est en train de ramasser les derniers morceaux avec Pluton qui se remet à aller en sens direct. Donc le 13 à 19h44, la Lune entre dans le signe des Poissons. À ce moment-là, nous avons Jupiter à l'ascendant en Gémeaux, c'est péchu. La Lune culminante en Poissons, donc ça n'a pas l'air d'être du très beau temps, mais le cœur y est. Mars Cancer en 2, opposé Pluton. Alors, est-ce qu'on va crever la dalle? On va bouffer des clopinettes. Euh, Ça parle de ça aussi, hein. Mars Cancer en 2, là, on peut avoir faim. On peut avoir faim et opposé à Pluton, reste à bouffer que dalle. Ah mince. Il y a l'amour et la prière et la compassion qui te soutiennent, mais peut-être aussi justement qui te nourrissent. Voilà. C'est ce que ça m'inspire pour ces jours du 13 octobre. Et puis le 15 octobre, la Lune entre dans le signe du Bélier. Donc on va passer à quelque chose de nouveau. Elle est en 10 aussi, conjointe à Neptune.
Donc, oh là là, la belle figure qui s'élève comme ça. Euh, Tout est cohérent, tout se tient. Et Mercure, le petit perturbateur, et Saturne aussi, a le petit T, la transcendance extensive, tout ce qui va vers la complexité. Alors Mercure a un petit coup d'œil sur le RET. Petit coup d'œil sur le RET. Donc Mercure qui va de l'unique au multiple, donc qui va poser des questions, reproduire une image qui interpelle, qui renverse, qui multiplie. Et puis Saturne qui parle du niveau de l'existence et qui démonte, démembre, creuse, approfondit. Et donc les deux vont rechercher quelque chose. On est en quête, en recherche. On cherche la vérité, on cherche. Enfin, on cherche avec Mercure. Mercure cherche par la pensée, Saturne cherche concrètement. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est les deux éléments qui viennent mettre des grains de sable dans une très jolie figure harmonique, donc coiffée par la transcendance, Neptune, Uranus, Pluton en figure harmonique, et puis donc toujours notre grand trigone dans les signes d'eau, Vénus, Scorpion, Neptune, Poisson et Mars en Cancer, tout ça tendu par l'opposition Mars-Pluton qui se précise, et aussi par un double carré du Soleil à Mars et à Pluton. Ah ouais, le grand pouvoir tensionnel, ça craque de partout, quoi. Ça, c'est les craquements, en fait, Mercure, Scorpion et Saturne, Poisson, qui font que bah, tout ce qui n'est pas juste est en train de se fissurer, de se démonter, de se casser la figure. Bon, ça avance lentement, donc Mercure est aussi en Scorpion, en héliocentrique, un Scorpion, Scorpion. Et donc, ça veut dire, bah oui, qu'on n'est pas loin. On a déjà passé sa conjonction supérieure, mais elle est encore dans les mêmes signes en géocentrique et en héliocentrique. Donc c'est vraiment Mercure qui va chercher loin, là, hein. Loin dans la profondeur, où ça peut, dans, dans ce qui peut être sombre, pour extraire justement tout, en tout cas aller découvrir tout ce qui n'est pas clair. Et nous arrivons à la pleine lune, j'ai pas sauté. Non, la pleine lune, oui, elle est en bélier, à 25 degrés du signe du bélier, dans la 25e bélier, et elle est au fond du ciel, puisque c'est a lieu en milieu de journée. Le soleil culmine à l'heure de la pleine lune pour notre méridien de Paris, n'est-ce pas Didier? Et, euh, et donc, bah, l'opposition lune-soleil est dans l'axe méridien. Donc, c'est déjà un signe d'importance, avec une amplification, l'ascendant est en Sagittaire, avec donc Jupiter en Gémeaux au descendant. Peut-être qu'à Paris, il n'est pas couché. Chez nous, il est couché, ou elle est couchée, ça dépend. Moi, je dis souvent elle pour les planètes, parce qu'une planète, c'est féminin. Mais bon. Après, en astrologie, on a souvent tendance à dire il, sauf pour Vénus et Neptune, bien entendu, puisqu'elles ont un caractère féminin. Mais les autres, en fait, c'est toujours des planètes. Voilà pourquoi je dis souvent elle. Bon, alors on a encore une figure super structurée, puisqu'aussi, il n'y a plus d'échappée. Il y avait deux échappées dans le thème de l'entrée de la Lune en bélier le 15. Là, tout se tient par des aspects. J'aime bien regarder ça aussi. Et donc, Mercure et Saturne sont déjà en trigone l'une de l'autre, ce qui fait qu'il n'y a plus. euh, Si un truc qui sonnait faux, ben on a trouvé la solution, quoi, ou des preuves ont été apportées. Alors, cette pleine lune, donc, eh ben, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ouais, je suis impressionné. Bon, je regarde un peu. Bon, l'héliocentrique, Mercure entre en Sagittaire, donc
il y a voilà, ce qui, il y a une extension maximale qui se propagation au monde entier. On a parlé de, c'est vrai qu'il y a tout un tas de foyers de guerre ou de foyers aussi de détresse qui peuvent avoir tendance à se multiplier, mais aussi il y a tout un tas de foyers de lumière. Alors, il y a tellement d'aspects, et encore attention, moi je ne trace que les aspects entre planètes. Parce que justement, avec le soriastre et les quatre sphères, il n'y a pas besoin de faire des aspects aux angles ou des choses comme ça. On voit que c'est différent dans chacune des sphères. On n'a pas besoin de chercher des données purement géométriques. Même si ça peut avoir un sens, ça nous embarque vite sur des pots de banane. Je vois par exemple quand dans la sphère locale, Pluton est tensionnel en 12, donc l'opposition Mars-Pluton. Ouais, t'es toujours là, Didier? Ah ouais, Didier est toujours là. Ça va? Ah bah super. Ah oui, je vois, mais là, il y a plus de tension dans ma sphère locale qu'il y en a dans la sphère géoécliptique, qui est la sphère de l'existence, de l'action, et qui va parler, si on parle d'un point de vue collectif, à peu près à l'échelon national d'un pays comme la France, et tandis que là, c'est la sphère locale, et là, ça peut varier d'une région à l'autre. C'est l'intérêt. Donc ici apparaît une opposition Vénus-Uranus, bah que si on voit bien, ouais, on est en plein dans l'opposition Vénus-Uranus. Ah oui, je ne l'ai plus trop commenté. Je l'ai commenté au tout début. Donc tant que Vénus est en Scorpion, là, voilà, ça va être donc Vénus et Uranus, c'est les deux qui vous renversent, hein. Vénus parce qu'elle vous séduit et Uranus parce que bah, c'est plus fort que vous. C'est le flash dans la tête. Donc ça peut être coup de foudre, ça peut être ça peut être griserie complète. Attention, mais ça nous fait déménage, ça déménage quoi. Il y a rien qui peut qui nous emporte pareillement. C'est la fusée chérie là. Alors j'ai pas trop commenté. Il y a eu les faits spatiaux du spatial. Tiens, je vais revenir sur le 13 parce que le 13, apparemment, SpaceX va lancer le Starship 5 qui semblait ne pas avoir l'accord de la FAA pour faire l'essai de retomber sur ses pattes, enfin sur les grands bras là qui vont lui être ouverts pour qu'il retombe pile poil dessus, sur Terre. Et semble-t-il qu'il transgresserait la FAA, ou alors est-ce qu'il a obtenu l'autorisation? Je ne sais pas, car c'était autorisé, mais enfin, avec atterrissage en mer. Et il voulait passer à l'étape de réception sur Terre. Donc apparemment, ce lancement va avoir lieu le 13. Donc c'est pas chez nous, hein, je regarde juste en héliocentrique, est-ce que ça peut bien se passer? On va le faire, faudrait faire le thème local aussi, bien entendu. C'est peut-être pas évident. Euh, c'est peut-être pas évident, mais bon, il y a peut-être des aides aussi. Là, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir en juger. Il y a Mars et Jupiter, Gémeaux, donc qui pourraient parler de la transgression hein, d'un interdit, où on prend le pouvoir parce que concrètement, bah, c'est nous. C'est nous qui gérons, c'est nous qui faisons. Hein, je pense, enfin là, je dis nous, je pense à l'équipe Trump, Elon Musk et compagnie et Kennedy pour les États-Unis, ceux qui œuvrent, alors que le gouvernement fédéral laissait complètement tomber tous les sinistrés des ouragans en Floride et ça a fait des ravages monumentaux apparemment, hein. Et donc, il y a la Terre qui est Vénus qui fait carré à la Terre. Donc, c'est pas forcément, mais bon, c'est pas forcément un mauvais présage, hein.
c'est pas le moment pour les Russes, mais bon, comme c'est Elon Musk, c'est pas des Russes, peut-être. Il faut que je dise pas trop de bêtises. Alors, je reviens pour finir sur la pleine lune, puis on va s'arrêter là, mes bons amis. J'ai un peu déliré, hein, vu que je suis toute seule. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me remettre dans le droit chemin. Mais alors, cette pleine lune, ben, en plus que c'est une super lune, donc la plus proche du périgée le plus proche, c'est la plus grosse pleine lune de l'année, là, pour le coup. Et c'est la pleine lune des chasseurs, en plus, faut le rappeler. Donc, on les voit, les chasseurs, hein, avec Mercure et Saturne, là, ils sont actifs, hein. C'est les chasseurs, c'est ceux qui vont traquer. Il y a de la traque. On va traquer les mauvaises infos, les menteurs, etc. Ça commence à. C'est pas fini, hein, le combat, mais ça commence à se sentir de plus en plus mauvais pour ceux qui se sont mis en mauvaise posture d'abuser des autres. Il y a vraiment du renversement dans l'air, et puis un air nouveau qui souffle, quoi. Donc, haut les cœurs, on peut dire haut les cœurs. Les amis, on va se laisser sur ces impressions-là. Donc la Lune va monter, en plus, hein, elle monte encore, elle va monter en latitude, en déclinaison, vous voyez. De ce côté-là, c'est quand ça monte. En plus, nos échelles, nos figures permettent de lire le thème dans les trois, en trois dimensions, donc en direction sur les roues, en hauteur, et puis en plus dans dans les deux sphères héliocentriques et géo-équatoriales, vous avez la taille des symboles qui varie selon s'ils sont loin de leur centre. Donc ici, là, c'est la Terre. Loin, les symboles sont petits. S'ils sont à distance moyenne, ils sont moyens, comme Saturne ici. Et s'ils sont aux distances maximales, enfin au plus proche, ils sont en gros. Voilà, donc c'est visuel. On, on essaie de rendre cette lecture de visuelle, car tout ça, c'est un grand corps vivant. Donc on continue, on est en symbiose avec le ciel, n'est-ce pas Didier? Voilà, donc pour les nouvelles célestes, et les analyses astrologiques, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne, et donc une excellente montée de lune. Je vous donne rendez-vous très probablement le 15 ou le 16 octobre. Ça va aussi toujours dépendre de ces vendanges que je dois faire 4 ou 5 jours et qui sont difficiles à caser avec le temps qu'il fait. Bon, voilà, il va peut-être faire meilleur. Donc je vous dis quand même à la semaine prochaine, chers amis. Merci beaucoup de votre attention, de vos likes, de vos commentaires et de vos partages. Abonnez-vous ou grand merci d'être déjà abonné et un petit tip pour nous encourager, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et voilà, pas plus. Faut savoir s'arrêter.